la conférence de ce soir, j'ai voulu parler de la force vitale, de l'énergie vitale, puisque dès l'instant qu'on s'intéresse aux médecines dites alternatives, ça repose sur ce principe-là. On va dire la guérison, le facteur d'auto-guérison. Les principes d'homéostasie peuvent s'accomplir uniquement en fonction de la force vitale. Et malheureusement, on en parle trop peu assez, et c'est malheureusement trop l'apanage des médecines dites alternatives ou complémentaires, et on ne s'appuie jamais dessus. En allopathie, ne serait-ce même que théoriquement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne parle pas, on n'évalue jamais la force vitale. Or, il n'y a pas de vie sans force vitale. La force vitale, c'est ce qui anime tout être vivant sur Terre, quel qu'il soit, toute chose vivante sur Terre, quelle qu'elle soit végétale, minérale, animale ou humaine. Et c'est à chaque fois qu'on doit aller vers des cultures autres qu'occidentales pour en entendre parler. Alors ça va être le Qi pour les Asiatiques, ou le Chi, ça va être le Prana pour les Indiens. Et tout ça renvoie à une même chose, une même substance, une même animation. Les alchimistes vont en parler aussi, et ça nous paraît extrêmement fantaisiste, des élucubrations, des contes, c'est intéressant, c'est joli, mais on n'estime pas que ça puisse être pertinent pour nos petits problèmes de santé à nous. On n'estime pas que ça puisse être à ce point puissant pour endiguer des pathologies aussi lourdes comme le cancer, le sida, enfin toutes les maladies auto-immunes qui pullulent aujourd'hui. Et donc, pourtant, on a des résultats, des réponses sur nos pathologies modernes dès lors qu'on va s'intéresser à toutes les médecines dites autres qu'occidentales. Et c'est pas pour rien, il n'y a jamais de hasard et d'engouement sans des réalités fortes et des résultats forts. Donc en définitive, s'il y a autant de personnes, de thérapeutes qui se forment à l'Ayurveda, à la médecine traditionnelle chinoise, à l'homéopathie, et si l'alchimie émerge aujourd'hui, enfin réémerge, c'est surtout parce qu'il y a un besoin crucial. Chaque chose qui apparaît aujourd'hui répond à une problématique et qui ne trouve pas de solution, normalement. Et on va dire dans le monde dans lequel on vit. Donc notre responsabilité à nous, que ce soit en tant que patient, thérapeute ou simplement humain, ça va être de s'intéresser à cette force vitale. Parce que c'est elle qui nous permet de nous réaliser, c'est elle qui permet de nous dépasser, c'est elle qui nous permet de guérir. Mais dès l'instant qu'on va parler de cette force vitale, il faut accepter totalement l'idée d'être dans l'abstrait, dans le subjectif, et d'être fondamentalement non scientifique. Non scientifique, quand bien même aujourd'hui, on sait, par la physique quantique, qu'il y a des formes énergétiques qui animent toute chose. Avec la notion de corpuscule-énergie, on sait aujourd'hui que la matière est animée profondément d'énergie subtile. On sait l'observer, on sait le mesurer, mais on a encore du mal à l'entendre parce qu'on vit dans une société extrêmement matérialiste qui a besoin d'être cartésienne, entre guillemets, mais le vrai cartésianisme, c'est d'admettre les évidences. Et il y a suffisamment d'évidences aujourd'hui, et on le voit même en neurosciences, pour voir qu'il y a d'autres réalités, des réalités non ordinaires, que celles qu'on peut vivre et éprouver quotidiennement. Que vous soyez en état de veille ou en état d'activité, vous êtes traversé par un flot de force vitale qui nous dépasse tous et qui est en quantité inépuisable. Notre responsabilité, c'est d'arriver à la faire circuler dans notre organisme, puisqu'on est grandement malade de nos jours. Donc notre responsabilité, c'est ça, c'est d'en prendre conscience et ensuite d'agir dessus. J'ai parlé des cultures ancestrales qui faisaient référence à cette force vitale.
mais il n'y a pas besoin d'aller vers les cultures ancestrales pour le savoir, il s'agit juste d'aller en direction de notre intuition aussi. Puisqu'on a tous déjà vécu des choses, des événements où on était complètement affaibli, et en très peu de temps, on recouvre une énergie phénoménale. On a déjà tous vécu ça. Ça peut être dans un lieu, ça peut être au contact d'une personne, ça peut être avec une musique particulière, une ambiance particulière, et là, il y a un flot d'énergie qui afflue excessivement, et on le sent, c'est physique, mais ce n'est pas identifiable. Donc, je pense que c'est une vue de l'esprit ou autre. Et je dirais, peu importe, si on se trouve dans un meilleur état après qu'avant et qu'on n'a pas cherché à comprendre et analyser, il faut en tenir compte et essayer d'investiguer pour ressentir ça. La force vitale, c'est vraiment un potentiel de vie qui est présent, je dirais presque dès la conception. Vous n'avez pas de vibration énergétique plus puissante que celle d'un nouveau-né. Ça explose. Et toute notre vie, normalement, on devrait avoir ce flux vital qui coule en nous pour atteindre l'objectif ultime, celui de mourir en bonne santé. Or, l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui, diminue. L'espérance de vie augmente, mais sous tutelle médicamenteuse et autres, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue, puisque notre énergie vitale est aspirée littéralement tout au long de notre existence, et dès l'instant même où on est conçu, puisque l'environnement n'est pas propice à la circulation et au fait d'apprivoiser cette énergie vitale. C'est ainsi qu'on verra des répartitions énergétiques de cette force vitale différentes entre un individu et un autre. Quand bien même, apparemment, il pourra avoir un capital génétique commun. Aujourd'hui, on sait qu'il y a l'épigénétique qui domine sur la santé des individus, ce qui fait que vous pourrez avoir deux jumeaux parfaits, et un exprimera des pathologies et pas l'autre. Donc on sait que la génétique a ses limites. Et une des choses sur lesquelles on peut influencer l'épigénétique est l'énergie vitale, la force vitale. Voilà pourquoi j'ai choisi le titre de La danse de la force vitale. Parce qu'au gré des expériences de vie, on va danser. On va fluctuer là-dedans et on aura tantôt de l'énergie, tantôt plus, tantôt de l'énergie, tantôt plus. Alors on devrait s'atteler à avoir une constante là-dedans. Et tantôt on découvrira la maladie, tantôt on ne sera pas malade. Et des fois on pensera que d'être malade c'est pas bien, de ne pas être malade c'est bien. Et on verra qu'en fait ce sont souvent des illusions qu'on projette. Parce que, en effet, pour se permettre d'être malade, il faut avoir de l'énergie. Et on verra cette problématique dans le monde moderne où les gens ne peuvent plus se permettre d'être malades. C'est pour ça que j'ai sous-titré la conférence « Là où être malade est un luxe moderne ». Puisqu'on voit tout un cortège de maladies modernes qui n'existaient pas avant, avec des symptômes qu'on ne savait pas identifier, des causes qu'on ne connaît pas. Et pour autant, on nous dit qu'on n'a jamais autant su sur le corps humain, mais on n'a jamais autant regardé à côté du corps humain. Ou alors on a regardé trop au microscope et on n'a jamais regardé aussi peu l'humain dans sa dimension la plus complète, incluant donc la nécessité de faire circuler cette force vitale. Une bonne énergie vitale, une bonne force vitale va me permettre quoi? Les principes de base de la naturopathie, de l'hygiénisme, de la médecine traditionnelle chinoise, de l'ayurveda et de l'homéopathie, c'est-à-dire l'auto-guérison. Le corps humain n'a définitivement pas besoin de facteurs extérieurs pour guérir, si ce n'est d'avoir les possibilités d'accomplir les processus d'auto-guérison. Ils sont constamment à l'œuvre, et les grandes maladies sont attachées à des personnes qui mettent constamment à l'œuvre des obstructions à la circulation de cette énergie vitale, donc aux répercussions positives des facteurs d'auto-guérison. Si on enlève les obstructions, on ne tombe pas malade ou on guérit. Et dans les deux cas, on est dans un état de rayonnement de pleine santé, qui est la condition de base de tout être vivant. On s'étonne de la robustesse des animaux, de leurs conditions de santé, et nous on se met à part. Mais un animal qui fonctionne très bien, vous le mettez dans la maison d'un humain et vous le nourrissez comme le voudrait un humain et il dégénérera à la même vitesse. C'est ce qu'on observe en médecine vétérinaire,
ou des races de chiens qui vivaient jusqu'à 20 ans, nourris avec une alimentation pensée par l'homme, ont une expérience de vie aujourd'hui de 13, 14, 15 ans maximum. Simplement en ayant modifié les facteurs épigénétiques et en ayant épuisé la force vitale de cette race animale, qui n'a pas été, elle, hybridée. Et donc on le voit directement, donc ça me dit, bon, c'est 3, 4, 5 ans, oui, mais c'est 25% de la durée de vie sur 3, 4 générations de chiens. C'est absolument énorme. Et évidemment, il se profile la même chose pour nous. On a malmené notre hygiène de vie au sens large, pas que l'alimentation. Puisque quand je parle d'animal domestique, je parle d'animal qui a été mis dans un contexte qui n'est pas et qui n'est plus naturel. Donc la force vitale s'exprime aussi à travers des lois, mais qui sont naturelles. Et évidemment que sous une climatisation, des néons, avec des ondes électromagnétiques, de la nourriture irradiée industrielle, c'est beaucoup plus dur d'exprimer sa force vitale. Et on est, comme ces animaux-là, dans des cages observées pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faudrait essayer de comprendre ce qu'on a changé. Et ça, c'est une question qui est douloureuse pour nous, mais les animaux domestiques obtiendront les mêmes pathologies que les humains, puisqu'ils se comporteront au même rythme que les humains. Évidemment qu'un chien ne va jamais manger du blé dans un champ, mais pourtant la majorité des croquettes des chiens sont aujourd'hui composées de blé. Ça n'a pas de sens, et quand on dit ça aux propriétaires des chiens, on trouve ça ridicule, mais ce qui est ridicule, c'est d'aller en supermarché, d'acheter ce type de croquettes-là, et de penser qu'un chien pourrait être en bonne santé avec ce type d'alimentation. Et il en va de même pour l'humain. J'ai vu peu d'humains gambader dans les champs de blé et croquer dans des épis. Pour autant, la majeure partie de l'alimentation des humains se cantonne à manger du blé, raffiné évidemment, hybridé, passé de 7 à 21 paires de chromosomes, dont on a modifié la teneur en gluten, et puis aussi beaucoup de sucre, aliment complètement artificiel et inexistant dans l'alimentation naturelle, et enfin de lait de vache, pareil, je vois peu d'humains courir derrière des pies de vache, laissant la préférence au veau en général. Et si on regarde l'alimentation des enfants, elle est celle-ci, du sucre, des céréales et des produits laitiers. Et on criera à la surprise lorsqu'il faudra l'amener chez le médecin, où on ira prier le bon Dieu pour comprendre pourquoi le fruit de notre amour est autant malade. Évidemment qu'il n'y a pas d'injustice, de hasard, de fatalité ou de Dieu vengeur derrière cela. Et il y a simplement des conditions de vie absolument inadaptées qui non seulement ralentissent la force vitale, mais la fracassent. Et il n'est plus surprenant de voir des enfants avec des lymphomes, des cancers de toutes sortes, c'est-à-dire leur force vitale est largement entravée. Et donc ce n'est pas pour dresser un portrait noir, c'est pour dire jusqu'où va-t-on aller dans le fait d'avoir des générations de plus en plus dégénérées, donc c'est-à-dire avec des gènes altérés. Donc oui, on doit être ému devant le fait qu'un enfant soit greffé, mais on doit surtout être en rébellion devant le fait que l'organe enlevé ait été usé par le fait d'avoir dépensé énormément d'énergie à réduire sa force vitale à cette petite quantité énergétique. Donc ça, c'est vraiment fondamental de comprendre que, oui, ce n'est pas un capital dont on peut jouir, c'est dès le départ, elle est lourdement infectée. Je rappelle quand même qu'un enfant aujourd'hui naît avec 300 traces de produits chimiques dans le sang. C'est important de le signaler. On peut penser que les pesticides et autres agents chimiques circulant dans l'environnement et qui sont autorisés à être mis sur le marché ne sont pas sans dommage. Mais si on s'intéresse quand même au fait que ces éléments-là, mis dans un cocktail, génèrent des réactions chimiques qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'étudie jamais les produits chimiques en travail synergétique les uns avec les autres. Or, 300, je ne sais pas ce que ça fait, mais certainement que ce n'est pas une dilution homéopathique satisfaisante. Il y a forcément un rapport de force entre l'énergie vitale, donc le souffle de vie fort, ce qui nous permet de nous animer, nous et nos organes et de toutes nos cellules, et l'encrassement que l'organisme va avoir à subir dans le monde qui nous entoure. Par quoi il peut être encrassé ? Toutes les formes de pollution. Là, j'ai parlé de pollution extérieure, donc les pollutions de l'eau, de la terre,
de l'air, les différentes formes de pollution électromagnétique, alors le Wi-Fi, le Bluetooth, les antennes relais 3G, 4G, etc. qui pullulent. Là aussi, on ne sait pas les effets des interactions de ces ondes là les unes avec les autres. Et il va y avoir aussi l'amiante, les peintures au plomb, etc., etc. Donc ça, ce sont des pollutions, on va dire, exogènes extérieures, les fumées d'usines, les perturbateurs endocriniens dans l'eau, évidemment la mauvaise nourriture, la nourriture mal associée, mal combinée, et puis toutes les pollutions endogènes qui sont le fruit d'une activité métabolique ou normale ou anormale, parce qu'il est normal de produire des toxines, puisque le fruit de n'importe quelle activité est la dépense énergétique, donc la génération de déchets. Donc ça, c'est pas un problème. On est prévu pour gérer ces déchets avec des reins, des poumons, des intestins, une peau et un foie. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a aussi des activités métaboliques contraires qui produisent des déchets quand l'organisme fonctionne mal. Je ne vais pas m'étendre dessus. Toutes ces choses-là, on peut dire que ça va générer des toxines, mais vous avez vu qu'elles peuvent être absolument protéiformes. En médecine traditionnelle chinoise, toutes les formes de pollution, comme elles peuvent même être émotionnelles, je ne vais pas citer les émotions parce que évidemment c'est une source d'encrassement absolument démoniaque dans le monde dans lequel on vit, et qui n'est pas sous-pesée à sa juste valeur tout simplement parce qu'elle est invisible et impalpable. Mais tout le monde ressent les effets du stress, de l'anxiété ou de la colère. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler là-dessus, tout le monde est pris en étau dans cela, et donc toutes ces formes de pollution, quelles qu'elles soient, en médecine traditionnelle chinoise, on appelle ça le tan. Donc c'est ce qu'on va chercher à libérer à chaque fois, à disperser, à évacuer. Et avec une chose en opposition, les principes de la force vitale qu'on appellera en médecine chinoise la batterie des reins. Donc je ferai souvent référence aux reins, à la batterie des reins, à l'énergie du rein, ça veut dire la même chose. En naturopathie, on pourrait dire les glandes surrénales et la détoxination rénale, ça dit la même chose. On pourrait associer ça sous plein d'aspects. Je ne vais pas détailler à chaque fois que je vais présenter différents aspects. Et donc une fois qu'on a ce volume de toxines dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Cette force vitale, elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre pour gérer ce surplus qui n'est pas autorisé dans le corps. Et donc il y a élimination. La grande sagesse de la naturopathie et de l'hygiénisme, c'est de dire que on est prévu, doté par la nature d'organes, filtres d'organes émonctoires pour expulser les toxines dehors. Mais en médecine homéopathique, on ne va pas voir ça comme un bienfait, on va voir ça comme un malfait, on va appeler ça maladie. En hygiénisme, en naturopathie, on appellera ça des crises de guérison ou des maladies relais. Donc c'est-à-dire c'est le relais de quelque chose d'éminemment positif. On ne s'attachera pas ici à contrer un symptôme, à lutter contre un symptôme, là où on prendrait un actifène, un ibuprofène, un antispasmodique ou autre. En médecine respectueuse, donc comme la naturopathie, on va observer et accompagner cette crise-là, parce qu'on sait qu'elle est bienfaitrice, parce que tout ce qui ne sort pas du corps va l'encrasser. Aujourd'hui, on voit les kystes pulluler, on voit les tumeurs pulluler, donc des amas de toxines qui n'auront jamais été éliminées. Et vous comprendrez aussi qu'il y a fort à faire chez les gens qui disent n'avoir jamais été malades et qui ont déclenché un cancer du jour au lendemain. Et ils auraient mieux fait d'être accompagnés dans leur maladie crise relais pour ne jamais avoir à voir proliférer de tumeurs ou de métastases à travers le système lymphatique. Et le système lymphatique, lui, a pour fonction d'éliminer. Il faut voir ça comme l'usine de recyclage des déchets du corps. Mais on ne nous parle jamais du système lymphatique. Or, c'est lui aussi qui transporte les lymphocytes, donc c'est-à-dire les défenses immunitaires du corps. Jamais on ne va observer la qualité du système lymphatique d'un individu. Or, là aussi, la force vitale du corps permet à la lymphe de progresser de manière autonome. Mais si elle est à ce point encrassée, les poubelles débordent et on va stocker à droite, à gauche, et on nommera des amalgames de toxines avec des noms inventés, nouveaux à chaque fois, et de plus en plus belliqueux, puisqu'on s'évertue à ralentir et à freiner ces éliminations, puisqu'on se dit qu'un symptôme est forcément néfaste. Évidemment que ce n'est pas agréable de tousser, ce n'est pas agréable de cracher, ce n'est pas agréable de vomir, ce n'est pas agréable d'avoir une diarrhée, ce n'est pas agréable d'avoir des éruptions cutanées, ce n'est pas agréable d'avoir du psoriasis,
de l'eczéma, mais tout ça, ce sont que des éliminations du corps, des mouvements qu'on va dire centrifuges, extérieurs au corps. La maladie d'encrassement du corps doit sortir par les reins, par les poumons, par la peau, par les intestins. Vous faites des excès pendant les fêtes de fin d'année, vous aurez une diarrhée. Vous prenez des drogues, vous aurez des éruptions cutanées, ou des affections urinaires, ou des calculs dans les reins ou dans la vésicule biliaire. Je prends des exemples extrêmes, mais vous comprenez exactement ce que je veux dire. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Un tel aura des calculs, l'autre aura la vésicule biliaire chargée, l'autre aura des diarrhées, et l'autre aura de l'acné. Mais un adolescent aura de l'acné et l'autre n'en aura pas. Et on peut mettre ça sur le problème hormonal, ou on peut prendre aussi du Roaccutane pour avoir une peau bien immaculée. Le problème, c'est qu'un médicament comme le Roaccutane, c'est, si jamais il y a des parents dans cette salle avec des adolescents qui prennent du Roaccutane, ou s'il y a eu du prix du Roaccutane, c'est intéressant de savoir que c'est un médicament qui avait été au départ développé en tant que chimiothérapie. Et puis on s'est rendu compte que l'effet secondaire de ce médicament pour la chimiothérapie a séché les boutons. Donc on a fait en sorte de pouvoir le vendre comme traitement contre l'acné. Je trouve ça extrêmement pertinent de voir un adolescent avec un mal-être et des boutons arriver dans son bureau et de lui donner une chimiothérapie en lui disant qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais il y a quand même marqué sur la notice que des cas de défenestration ont été constatés. Donc on se couvre légalement, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Mais c'est autorisé. Est-ce qu'on peut accepter cela? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire à la personne, là, il y a une surcharge toxémique, et tu le sais, puisque tout le monde te dit que quand tu manges de la charcuterie, du chocolat et du sucre, tu as plus de boutons, et que tu l'as vu. Et donc, si on modifie ton hygiène alimentaire, tu n'auras plus d'éruption cutanée, puisque ton corps là est en surcharge, et tu as déjà seulement 14 ans. Tu es déjà surchargé au niveau de tes intestins, de tes reins et de ton foie. Mais si personne ne lui dit à cet adolescent-là qu'il faut faire quelque chose, et si en plus on lui donne un médicament, une chimiothérapie qui va surcharger son foie et ses reins, il va continuer sur sa lancée, et avec, comme éducation pédagogique, il y aura toujours une molécule chimique pour venir contrer quelque chose de désagréable. Alors qu'à ce moment-là, on aurait pu le responsabiliser, lui dire tu as une influence extrêmement forte sur ta santé, sur les émotions de mal-être que tu ressens et sur les éruptions cutanées qui traduisent quelque chose. On peut faire quelque chose au-delà de cette molécule chimique meurtrière, puisqu'il y a eu des morts avérées du Roaccutane, donc je me permets légalement de dire que c'est meurtrière, sans tomber sous le coup de quoi que ce soit, puisqu'il y a eu des suicides avérés d'adolescents qui prenaient du Roaccutane. Donc je m'autorise à dire cela, puisque si ça peut informer différentes personnes, pourquoi ne pas s'en priver? Donc non, l'acné n'est pas une fatalité, un hasard, une chance ou une malchance, pas plus que des règles douloureuses, pas plus que des règles abondantes, pas plus que du cuir chevelu irrité, pas plus que des éruptions cutanées, etc., 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 etc. À chaque fois, on renvoie vers une toxémie trop présente. Et je dirais que c'est souhaitable d'avoir ces symptômes-là, parce que ça témoigne d'une force vitale présente. Tant que les maladies s'extériorisent, c'est bon. Tant que vous avez des éruptions cutanées, c'est bon. Tant qu'il y a de l'eczéma, du psoriasis, des écoulements nasaux, des crachats, des éructations, des sudations, c'est que ça sort. Tant que vous avez des diarrhées, des selles odorantes, abondantes, des urines foncées, ça montre que votre vitalité, que votre force vitale est là. Mais ça doit montrer surtout qu'il faut faire quelque chose, puisqu'il y a des toxines en trop grand nombre. Et c'est toute une chose d'avoir d'un côté cette force vitale et de l'autre cet encrassement. Mais si on ne joue pas sur cet encrassement, on va amenuiser la force vitale qui doit, elle, nous conduire dans une seule direction, celle de l'épanouissement personnel et de nous donner la force pour nous réaliser en tant qu'individu. Et pas simplement nous adapter à un encrassement systématique. Donc on se trouve là, c'est l'individu s'occupe plus de ses problèmes de santé plutôt que de son bien-être, en ayant l'illusion que s'occuper de ses problèmes de santé lui procurera le bien-être. Non, ça retarde un peu plus l'échéance de se dire, mais en fait, qui je suis et qu'est-ce que je dois faire? Quand on est malade, on ne se pose pas ces questions-là, évidemment. Et donc, ça revient à la fonction première de la force vitale, nous définir en tant qu'individu. Et elle est trop mise
à disposition de la toxémie qui devient de plus en plus grandissante. Là, je vous ai parlé de crise aiguë. Quand on parle de crachat, quand on parle de toux, quand on parle de calcul, ce sont des choses aiguës. Ça dure quelques heures, quelques jours. Ça nous signale qu'il y a un dysfonctionnement. Et nous, avec notre capacité d'interprétation ou avec des thérapeutes qualifiés, on devrait se dire, là, il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Peut-être que j'ai fait un écart alimentaire, peut-être que j'ai pas assez dormi, peut-être que j'ai trop stressé. Et ce symptôme-là est arrivé. J'ai eu un ulcère à l'estomac, ou j'ai décompensé, et j'ai eu trop de charges toxiques que ma force vitale a excrété vers l'extérieur. Une crise aiguë, c'est pas grave. On va dire que c'est fait pour ça, la force vitale. Là où ça devient problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de maladies chroniques que de maladies aiguës. En fait, les maladies chroniques, ce sont des maladies aiguës qui se sont chronicisées. En fait, j'avais de l'eczéma juste avant d'avoir des examens. Maintenant, j'ai de l'eczéma tout le temps. J'avais des diarrhées juste après les fêtes. Maintenant, j'ai des diarrhées tout le temps. J'avais mal à l'estomac quand je grignotais. Maintenant, j'ai mal à l'estomac tout le temps. Voilà, ça commence toujours par des phases aiguës. Et ensuite, on bascule dans le chronique. À mesure qu'on augmente la congestion et le volume de toxines de l'organisme et qu'on épuise les ressources de la force vitale. Donc c'est pour ça que ça danse. Et qu'on a l'impression d'osciller dans la vie et puis d'être comme une feuille dans le vent, dire j'espère que je ne vais pas tomber malade, mais il n'y a pas à espérer, il y a de faire en sorte que. Sauf qu'il faut pouvoir avoir les informations et la pédagogie qui nous explique comment maîtriser et comprendre notre corps et comment influer dessus. Si la force vitale est égale à l'ampleur de l'encrassement, alors là on verra une crise qui sera peu douloureuse, contrairement aux choses aiguës. Il n'y aura pas de grande fièvre, il n'y aura pas de vomissement, mais ça sera lent et chronique. Et très dur, beaucoup plus dur à s'en débarrasser. Naturellement, qu'est-ce qui se passe quand on a une maladie aiguë? On est porté à rester au lit, à avoir une forte fièvre et à laisser la nature faire. On peut nous proposer des activités qui d'habitude nous réjouissent, ou des plats qui d'habitude nous réjouissent, mais on va rester au lit et on va jeûner, instinctivement. Parce qu'on sait que la force vitale est à l'œuvre. Et quand je vous disais que les enfants ont une force vitale incroyable, ils arrivent à supporter des fièvres jusqu'à 40, 41 degrés. Alors regardez un adulte comment il se comporte. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu les épidémies de chikungunya ou des effets cela, les enfants étaient beaucoup moins impactés que les autres, alors qu'on disait qu'il faut protéger les enfants, mais il faut protéger surtout les adultes. Les enfants sont moins intoxiqués que les adultes et ont plus de force vitale. Donc sont moins attaqués par les symptômes, par exemple du chikungunya. Là où les adultes traînent ça pendant 10 jours en marchant complètement courbaturés sans pouvoir monter les escaliers. Et là on le comprend. On comprend à travers ces choses-là que la force vitale est à l'œuvre et que plutôt que de la nourrir et de l'entretenir, elle diminue avec le temps, faisant de nous des individus de plus en plus fragiles et sujet à des maladies chroniques lourdes. L'enfant supporte les pathologies mieux que n'importe quel adulte. D'ailleurs, le médecin vous le dit, il est plus intéressant que vous ayez la varicelle aujourd'hui que plus tard, ça peut être très dangereux. Alors pourquoi c'est pas dangereux chez l'enfant qu'on dit faible? La toxémie. Et vous aurez une varicelle virulente si vous avez de la toxémie. Et vous aurez une rougeole virulente si vous avez de la toxémie. Ça sera la même traduction que pour l'acné, mais peut-être qu'on va développer un vaccin contre l'acné, j'espère. Je l'appelle de tout mon cœur, ce vaccin contre l'acné. J'espère aussi qu'on trouvera un vaccin contre le psoriasis et un vaccin contre l'eczéma, et peut-être même un vaccin contre l'idiotie. Mais il faut qu'on y croie tous très fort, et ça devrait arriver. J'espère qu'on la rendra obligatoire. À chaque fois, pour préserver notre vitalité, on devra faire en sorte de restaurer l'énergie nerveuse, parce que la vitalité, la force vitale peut s'accomplir simplement si le système nerveux n'a pas été mis à mal. Or, on est tout le temps pris entre quatre feux, dans les transports en commun, à la maison, au travail, parfois même dans les activités qui sont stressantes, c'est-à-dire émotionnellement, nerveusement, on est mis à mal. Et les occasions de vraiment lâcher prise et de se reposer sont peu nombreuses. Et vous comprendrez pourquoi ainsi les gens qui sont tout le temps sur la corde nerveusement ne tombent jamais malades, sauf quand ils arrivent enfin en vacances. Et donc là, la force vitale peut enfin s'exprimer par le relâchement des tensions nerveuses.
Donc les individus qui ne tombent jamais malades sont les individus vers lesquels il faut le plus se tourner. Et il vaut mieux tomber malade et gâcher ses vacances que de ne pas tomber malade du tout, puisque là c'est simplement le constat d'une force vitale qui ne peut pas être mise à l'œuvre. Alors ces gens-là peuvent dire je n'ai pas de toxines, sauf que je connais peu d'individus qui n'aient pas de toxines. Donc on doit vraiment avoir un œil extrêmement attentif. Et même si la personne a une grande carrure et paraît être une force de la nature, elle sera terrassée d'autant plus vite par une maladie lourde et chronique, puisqu'on pouvait le penser bien avant que le diagnostic soit posé. Le fait même qu'elle ne décompense pas et qu'elle ne détoxifie pas de manière plus ou moins forte nous renvoie aux limites de notre compréhension de la maladie, qui n'est qu'une crise de guérison plus ou moins forte selon le degré de toxine qu'on peut héberger. J'aimerais prendre le temps de faire un petit rappel sur la conception hahnemannienne de la force vitale. Alors si je parle de conception hahnemannienne, je parle d'Hahnemann, donc le fondateur de l'homéopathie, donc au XVIIIe siècle. Et pour lui, et pour les authentiques homéopathes unicistes, la force vitale, guide tout, dirige tout. Et c'est ça qui anime toute chose. On reconnaît ce principe-là comme principe de force de vie, d'énergie permanente sur l'être vivant qui va maintenir l'organisme en santé et en vie. La meilleure définition de la force vitale, vous la trouverez dans l'homéopathie, parce que l'homéopathie intègre toutes les dimensions de l'individu, ce que ne font pas toujours les autres thérapies, sauf la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire d'intégrer que l'individu a un psychisme, a des émotions, a une énergie vibratoire, et est également un individu doté d'une spiritualité. Voilà, ces 4 dimensions-là sont touchées par l'homéopathie, et pour l'homéopathie, la force vitale anime ces 4 dimensions-là. Donc les remèdes homéopathiques sont préparés dans la conception même de rééquilibrer tous ces plans-là à travers le souffle de la force vitale. Pourquoi l'homéopathie va marcher sur un et pas sur l'autre ? Alors déjà, ça peut être, imaginons que le diagnostic soit bien fait, l'anamnèse soit bien faite. Pour un symptôme égal, un individu aura de la force vitale ou pas. Et si je vous ai dit que le remède était utilisé, catalysé par la force vitale, un individu qui n'a pas de force vitale ne pourra pas être guéri par l'homéopathie. Je répète, c'est fondamental à comprendre. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent « l'homéopathie, sur moi, ça ne marche pas ». Évidemment que ça marche, puisque c'est une vibration. Mais tu n'as pas de force vitale pour faire progresser ce remède. Et les homéopathes aujourd'hui, pour se former correctement, fuient l'Occident et vont dans des pays dits en voie de développement. C'est-à-dire des pays où les gens sont très malades. Mais en fait, des pays où les gens ont beaucoup de vitalité, donc expriment des maladies. Donc là où les remèdes homéopathiques déclenchent des réactions de guérison extrêmement fortes. Les personnes vivant dans des sociétés occidentales ont si peu de force vitale qu'elles ne peuvent déjà plus décrire leurs symptômes, ni leurs maladies, et que les thérapeutes ne savent pas diagnostiquer. Je ne sais pas, vous avez peut-être la maladie de Lyme, peut-être la fibromyalgie, peut-être un cancer, je ne sais pas. Choisissez ce que vous voulez, de toute façon, il n'y aura pas de réponse. C'est tristement cynique, c'est-à-dire que les patients disent « j'ai mal et je ne vais pas bien ». Vous avez mal où ? Un peu partout. Et vous allez mal comment dans votre tête ? Un peu partout. Alors comment on va trouver un remède ? Parce qu'évidemment, le médecin se trouve limité par rapport à ça. Il va donner un antidépresseur parce que lui, il n'a rien d'autre à trouver. Il va donner un antidouleur parce qu'il n'a rien d'autre à trouver, parce que la personne n'est même pas en capacité de s'écouter, parce que le symptôme ne peut pas s'exprimer correctement. Et ça te fait une maladie sourde. Alors on peut plaindre le Cambodgien, le Nigérian d'avoir des maladies extrêmement visibles, mais qui sont aiguës et guérissables facilement. Mais on doit être plein davantage de maladies dont on ne connaît même pas le nom ni même les symptômes.
Peut-être que c'est ça, mais c'est pas sûr. Combien de personnes le disent, ça? Allant d'examen en examen, puis au bout d'un moment, on va grouper les symptômes, et puis on va cataloguer dans un groupe de maladies, où on déterminera un nouveau nom de maladie. C'est quand même assez intéressant de devoir créer des noms de pathologies tous les ans. C'est peut-être génétique, c'est peut-être viral, c'est peut-être bactérien, c'est peut-être auto-immun, c'est pas trop. Ça ressemble à ça, donc on va vous traiter pour ça. On va donner un immunosuppresseur, on va supprimer votre système immunitaire. Vous avez plus mal? Non? C'est bien. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ces réponses-là? Mais parce que la médecine ne tient pas compte de la force vitale. Elle ne tient pas compte de la toxémie, elle ne tient pas compte du pouvoir autoguérisseur du corps. Donc c'est à nous, personne, c'est aux médecins, de faire ce travail de renouvellement de la force vitale et de comprendre les principes de vie qui animent toute chose. L'homéopathie ne marche plus parce que les gens n'ont plus de force vitale, et je le vois aussi dans les jeunes que j'encadre, où les gens mettent 2, 3, 4 jours à détoxifier, le temps qu'ils remontent leur force vitale. Ça, je l'ai lu peu de fois. Et je l'ai entendu peu de fois de la part des personnes qui m'ont formé aux jeunes. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes nouveaux, d'épuisement de force. C'est-à-dire qu'au départ, le simple fait de ne rien faire ne va pas provoquer des processus d'élimination et de restauration. C'est que déjà, on doit remonter cette force vitale-là. Et c'est ainsi que vous verrez des enfants en fatigue chronique. Vous avez des adolescents en fatigue chronique. C'est quand même alarmant. Et quel avenir pour eux? Si à 12-13 ans, ils ne peuvent même pas accomplir le simple fait de jouer avec des amis, ils sont censés avoir 60-70 ans vite derrière, comment? On doit prendre la mesure de ce constat-là et de se dire, oui, il y a de la souffrance dans les pays dits en voie de développement, mais eux ne connaissent pas une chose, ce qu'on appelle les maladies dites de civilisation. Sous-entendu, où il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas ces types de maladies. Parce que force vitale. Mais la modernité fera qu'eux aussi auront la chance de goûter aux maladies de civilisation. En même temps que les supermarchés, le sucre, les aliments préparés industriellement, ils auront la chance d'être bénis par la grâce du monde moderne. Et j'espère qu'on leur apportera aussi un peu de stress et des écrans plasma. Essayez de vous figer dans le temps, il y a 2 générations de cela. C'est pas vieux, hein. Peut-être avez-vous en tête des images, des photographies. Regardez la largeur de la coche thoracique des individus, leur implantation capillaire, leurs pommettes. Regardez comment ils étaient dessinés, regardez les enfants maintenant. Même obèses, ils sont filiformes sous leur graisse. Il n'y a plus d'énergie qui circule dedans. Les yeux sont cernés, sont blancs, sujets aux moindres allergies, qu'elles soient alimentaires, acariennes, etc. Donc, encrassé sans force vitale. Mais c'est réversible. Parce qu'évidemment, le but c'est de dire tout est réversible, puisqu'on s'appuie sur cette force vitale. Donc ça peut basculer extrêmement vite, et plus c'est fait jeune, plus ça bascule. Mais il y a des gens à voyer en rouge à voir pour ne pas tomber dans cette fatalité-là, de dire il n'est pas normal qu'il y ait de plus en plus d'enfants diabétiques de type 1. Il n'est pas normal qu'il y ait de plus en plus d'enfants en épuisement chronique. Il n'est pas normal qu'il y ait de plus en plus de lupus, de spondylarthrite ankylosante, de polyarthrite rhumatoïde, de fibromyalgie, de maladie de Lyme. Enfin voilà, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et on n'a pas le temps de se former pour avoir des réponses. Mais il n'y a pas besoin de se former à des nouvelles méthodes de traitement thérapeutique. Il y a juste à se rappeler qu'il y a une toxémie et une force vitale. Simplement. Donc, arrêtons de faire rentrer les choses toxiques et stimulons la force vitale. Dans un état de santé satisfaisant, la force vitale va maintenir l'harmonie, on va dire, fonctionnelle et réactionnelle de l'être vivant. Quand je dis réactionnelle, c'est sa capacité justement à gérer les possibles intoxications. L'état de santé normal, c'est un état harmonieux, équilibré, où l'énergie de l'organisme circule et où on se sent bien, équilibré. Tout le psychique, et tout l'état somatique est, on va dire, en veille. Et ça, c'est l'état naturel de l'être humain.
on se sent bien dans notre peau et on meurt dans un état heureux. La maladie, c'est un état différent d'énergie vitale qui va conditionner un fonctionnement, pour le coup, disharmonieux de l'organisme, où je disais un état où il y a une distorsion, où il y a une absence de circulation. L'énergie vitale qui va être déséquilibrée va manifester son déséquilibre par des réactions somatiques. Donc j'ai donné plusieurs formes à ces expressions somatiques. Ça va être des symptômes sensoriels, ça va être des choses qu'on ne peut pas définir. Je me sens pas bien, un peu fatigué, j'ai du mal à récupérer. Ce sont les premiers signes. En général, on ne s'écoute pas. Il faut quand même que j'aille au travail. Il faut quand même que je fasse à manger pour les enfants. Il faut quand même que je aille voir la famille, etc., etc. Donc, ces premiers signes-là d'affaiblissement de la force vitale, on va les éteindre, on ne va pas en tenir compte. Et puis, c'est une mode aussi de dire il ne faut pas s'écouter, sinon on ne fait rien. Alors, on va quand même avoir des fonctions perturbées, et finalement, on va avoir des symptômes dits lésionnels, là, qui vont être plus objectifs. C'est-à-dire, on va avoir une baisse de la tension, on va avoir des paramètres vitaux qui vont bouger. Et là, ça viendra des carences, des hormones qui vont bouger, du cortisol, etc. Donc là, ce sera mesurable. Mais c'est déjà la deuxième étape. Et en général, c'est bien installé. On attend d'être assez fatigué, parce qu'au début, non, c'est normal, c'est la saison. Si c'est l'été, on dit c'est l'été, c'est normal, on fait plein d'activités. Si c'est l'automne, c'est le changement de saison. Si c'est l'hiver, c'est parce qu'on est plus à l'intérieur. Et si c'est le printemps, c'est parce que l'hiver était long. Enfin, il y a toujours une raison, puis des fois, ça met des jours, des semaines et des mois, voire pour certains des années, avant de se rendre compte que, oui, tiens, ça fait 1 an et demi que je suis fatigué tous les matins, peut-être que c'est pas normal. Eh bien, ça fait 1 an et demi d'énergie vitale à renourrir. Donc le déséquilibre de l'énergie se manifeste toujours en même temps sur le plan physique et sur le plan psychique. Car on a vu que c'était la force vitale animait ces deux choses-là. Donc on sera toujours, si on s'écoute bien, déséquilibré au niveau psychique et au niveau physique. C'est pour ça qu'on peut dire toutes les maladies sont psychosomatiques. Non, elles sont psychologiques et physiques. C'est la même chose. C'est pour ça que l'homéopathie, avec un remède, vous traitez tous les plans. Parce que tout est impacté au final, lorsque l'on est dans un état maladif. Donc, chez tous les malades, il faut rechercher les symptômes à la fois physiques et psychiques. Donc, quand on est malade, on se sent moins bien, on peut avoir des idées noires, de la dépression, alors que ça peut être juste physique. Et il y a un lien entre cet état de vie émotionnel et la somatisation qui l'accompagne, et pas nécessairement qui en découle. Mais ça peut être aussi qui en découle. Dans ce cas, on peut dire que presque toutes les pathologies sont à la fois psychosomatiques, psychiques et physiques. Elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Donc, tenir compte de ces éléments-là, et donc une force vitale déréglée va nous amener aussi à déprimer un peu plus, quand bien même on n'a pas de symptômes physiques forts exprimés. Mais ce sera surtout des symptômes auxquels on ne va pas faire attention. On peut distinguer deux étapes dans le stade de la maladie. La première étape, c'est un dérangement initial de la force vitale, donc avec des ressentis subtils. Et la deuxième étape, c'est un premier dérèglement qui engendre une activité organique modifiée. On va excréter moins de toxines par l'urine, les reins vont filtrer un peu moins bien, le foie va être un peu trop engorgé, va amener plus de sang pour drainer les toxines. Les intestins seront un peu encombrés. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Il va se passer des choses. Donc, oui, je suis un peu constipé, mais bon, c'est comme ça. J'ai eu une infection urinaire, mais bon, c'est passager. C'est vrai que ça m'arrive régulièrement. J'ai les bronches un peu encombrées, etc. Donc on n'y fait pas attention. Mais c'est déjà là. C'est déjà à l'œuvre quelque part. Je vais juste terminer sur l'homéopathie avec... en rementionnant Hahnemann, qui est vraiment le père de l'homéopathie, je précise que l'homéopathie est uniciste. Et aujourd'hui, on est plus vers une homéopathie symptomatique. Vous n'allez pas bien, prenez gelzémium. Ça, ce n'est pas de l'homéopathie. De la même façon que si un naturopathe vous dit
tu as la diarrhée, prends un peu de psyllium, ça va resolidifier tes selles. Ce n'est pas de la naturopathie. C'est quelque chose de symptomatique qui n'est absolument pas intéressant puisqu'on ne s'est jamais intéressé à la cause de votre situation. Et donc vous devez distinguer la naturopathie de la naturopathie orthodoxe et vous devez distinguer l'homéopathie symptomatique de l'homéopathie uniciste qui prend en compte la dimension globale de l'individu. C'est vraiment fondamental. Donc Hahnemann était arrivé à la conclusion que l'action des remèdes, l'action de guérison, l'action curative des remèdes, ne va pas reposer sur des effets vraiment locaux, mais plutôt sur un aspect énergétique. C'est pour ça que l'homéopathie est une thérapie vibratoire. Et aujourd'hui, on sait la valider 300 ans après, avec toutes les recherches qui ont été faites sur la mémoire de l'eau, c'est-à-dire avec les chercheurs comme Masaru Emoto, ou le professeur Montagnier, ou Jacques Benveniste. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une énergie qui est véhiculée par l'eau. Et si vous regardez les dilutions homéopathiques, c'est simplement de l'énergie dont on ne garde que l'information. Donc la médecine allopathique dira « ce n'est pas prouvé et il n'y a rien », mais nous on sait, si on s'intéresse à cette mémoire-là, et la médecine quantique, la physique quantique valide ça aujourd'hui, oui, l'homéopathie est une médecine énergétique qui prend toutes les dimensions de l'individu. Donc c'est avant tout une médecine énergétique. Donc il n'y a pas de preuve à demander là où on doit faire confiance à la subjectivité et je dirais presque au talent artistique du thérapeute homéopathe. C'est-à-dire qu'il va définir votre état pathologique en fonction de son ressenti, mais de la même façon qu'un magnétiseur travaillera avec son ressenti, qu'un énergéticien travaillera avec son ressenti, et qu'un praticien en médecine traditionnelle chinoise travaillera aussi avec son ressenti. Il y a la chose scientifique, et je pense qu'elle a montré ses limites dans la médecine aujourd'hui, et puis il y a la chose un peu plus subjective, extrasensorielle, qui, elle, obtient aussi des résultats. Le but, c'est pas de les opposer, c'est vraiment de les faire travailler en complément. Le médecin peut diagnostiquer, investiguer et sauver des vies par la médecine urgentiste. Et les médecines complémentaires que je qualifierais de sacrées, donc l'homéopathie, la naturopathie, l'hygiénisme, la médecine traditionnelle chinoise et l'ayurveda, pour ne citer qu'elles, elles vont être sur un aspect préventif. Donc c'est-à-dire, on va attendre les premiers soubresauts d'un état maladif pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que dans la tradition chinoise, vous payez le médecin quand vous allez bien, et si vous allez mal, vous ne payez pas parce que c'est de sa faute. Il n'a pas vu la maladie arriver. Ça, c'est la vraie médecine. C'est d'observer l'individu, de regarder comment il mange, comment il dort, comment il respire, comment il stresse, comment il travaille, comment il vit en couple, comment il vit en famille, etc. Et là, on va regarder, mais tu mouches un peu, tu tousses un peu, tu te réveilles la nuit, il y a quelque chose qui dysfonctionne, on va prendre le temps. On va déjà parler. Et donc, oui, le médecin chinois et le médecin en Ayurveda est avant tout psychologue, puisqu'il doit écouter l'individu. On va dire que ce sont des thérapies qui doivent être humanistes, puisque l'individu, ce n'est pas uniquement des résultats sanguins, des imageries médicales, c'est bien autre chose. Et donc il faut aussi aider le médecin pour qu'il ait plus de temps que 10, 15, 20 minutes à consacrer à chaque patient, parce que c'est une histoire qui arrive en face de lui systématiquement. Et il faut aussi qu'il soit aidé par les médecines complémentaires pour augmenter cette force vitale. Et il y a un clivage encore trop grand entre les médecins homéopathes et les médecins, on va dire, classiques. Et c'est comme si on disait « choisis ton camp, camarade ». Et là, on rentre dans une guerre d'ego et d'orgueil qui desservira avant tout le patient et je dirais l'humanité tout entière dans la compréhension de ce qu'est un humain et comment il doit évoluer. Et donc, il faut vraiment partir sur le fait que oui, les thérapies énergétiques sont efficaces et quand bien même on commence à les comprendre par la physique quantique, n'attendons pas de toutes les expliquer, de toutes les rationaliser, puisqu'il y a suffisamment de personnes qui souffrent pour qu'on puisse déjà l'utiliser, puisqu'il y a a priori peu d'effets secondaires. Alors c'était très marrant, j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps, je ne sais pas par qui elle a été commandée, mais elle était drôle, c'est l'homéopathie ne marche pas et en plus elle nuit à la santé. Alors je me demandais comment quelque chose qui ne marchait pas ne pouvait nuire à la santé. Mais donc voilà, peut-être, je ne sais pas, c'est intéressant. Mais en dehors des naturopathes,
vous aurez en dehors des homéopathes dont j'ai parlé, vous aurez aussi les naturopathes et les hygiénistes qui s'époumonnent depuis des dizaines d'années à mentionner l'auto-guérison à travers la force vitale. Donc, on le dit, on le répète, que toute intervention maladroite ne peut que freiner les tentatives du corps et de la force vitale de débarrasser l'organisme des toxines. Ça ne peut pas être autre chose. Et toutes ces tentatives de contrôle, d'intervention ne peuvent faire que le lit des grandes maladies irréversibles. Il faut absolument respecter les symptômes d'élimination, les fièvres, les sudations, les vomissements, les diarrhées, quand elles ne sont pas, on va dire, fortement dommageables, il faut même les respecter. Ce sont des crises curatives déclenchées par et pour les émonctoires, absolument voulues par la force vitale et orchestrées par nos organes tout entiers. En définitive, il y a peu de maladies authentiques et ce sont celles-là. Les maladies authentiques, ce sont les crises de guérison. La maladie est, EST, la solution. La maladie EST est la guérison. C'est vraiment important de comprendre ça. Il n'y a pas à s'en effrayer, il y a juste à la comprendre. Et plus on la comprend, moins on en a peur, et plus on respecte le travail qui est fait. Mais c'est ce que faisaient les médecins il y a 2-3 générations. Votre enfant n'est pas bien, mettez-le au jus d'orange pendant 2-3 jours jusqu'à ce qu'il aille mieux. C'était des conseils de bon sens. C'est en train de sortir. Une fois que ça sera sorti, ça sera fini. On est hyper interventionniste sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et donc, en mettant de la surnourriture et de la surmédication, on augmente encore l'encrassement de l'individu et on fait le lit de maladies dégénératives. Et cette fois-ci, elles sont plus centrifuges, elles sont plus vers l'extérieur, elles sont ce qu'on appelle centripètes, donc sans élimination. Et vous voyez ça dans toutes les pathologies auto-immunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes extérieurs, tout se passe à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très dur à diagnostiquer, très dur à comprendre, très dur à appréhender. La maladie ne peut même plus s'exprimer vers l'extérieur tant la force vitale est faible et tant l'accrassement est fort. Et donc c'est pour ça que vous comprenez que ces gens qui déclenchent des maladies sourdes, muettes, centripètes, sont des gens qui au départ n'étaient ou jamais malades, ou alors qui avaient une succession de maladies aiguës qu'on n'a jamais interprétées. Puis on dit, la petite, là, elle est fragile, elle est tout le temps malade. Elle n'est pas fragile, elle est tout le temps malade, elle a un environnement avec des choses néfastes pour sa santé, elle a une force vitale qui commence à s'amenuiser à grands frais. Donc c'est vraiment capital de distinguer ça, que ces maladies dégénératives, qui sont de plus en plus communes, devraient être des maladies exceptionnelles, des maladies rares, mais qui se propagent comme des fléaux à notre époque. Aujourd'hui, l'OMS dit un enfant sur 2 aura le cancer avant 50 ans. Et donc, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et pour autant, on a gagné 1% dans la guérison du cancer depuis les années 50. 50% de rémission sur 2 ans dans les cancers, aujourd'hui c'est 51%. Donc avec les milliards dépensés dans la recherche, avec toutes les investigations qu'on a faites, on a gagné 1% dans la rémission. Donc c'est qu'on cherche au mauvais endroit. Aujourd'hui, il y a un bon nombre de fonds, de dons qui vont à la recherche de vaccins contre le cancer. On ne peut pas se vacciner contre la malbouffe, on ne peut pas se vacciner contre l'environnement, on ne peut pas se vacciner contre le stress. Si c'est cela les causes authentiques, c'est qu'on fait fausse route. Et donc oui, il y a un engouement, il y a un effet de mode sur les médecines alternatives parce que par opportunisme, les gens souffrants voient bien qu'il n'y a pas de progrès. Et si progrès il y a, c'est toujours avec des choses complémentaires. Oui, le jeûne apporte des solutions et c'est pour ça que Walter Longo fait un travail remarquable en tant que biologiste sur le fait d'associer le jeûne à la chimiothérapie, par exemple, puisqu'on constate nombre d'effets. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de gens qui se soignent avec les plantes, avec l'aromathérapie. Même si ce sont des choses interventionnistes, il y a une action. Mais c'est surtout le fait d'arrêter de surstimuler le corps, même en tentative de guérison naturelle, ça peut être une entrave. Je parle là de stades de maladie assez lourdes. En définitive, il y a 4 degrés à la maladie. C'est ce qu'on définit en naturopathie, en hygiénisme.
Le premier degré, donc c'est l'appel à l'attention, ce qu'on peut dire. Ce que je disais, c'est des choses subtiles. On est un peu fatigué, on n'a rien de précis, on est un peu vague. Ça, ce sont des maladies d'alarme. Des maladies d'alarme. Donc, alerte-toi, c'est celle que le médecin chinoise va prendre en considération. Ah, il y a un truc. Bouge pas. Je vais utiliser la pharmacopée chinoise. Je vais utiliser le moksha. Je vais utiliser l'acupressure. Je vais utiliser les aiguilles. Je vais utiliser la diététique pour faire en sorte que tu élimines ce que tu as éliminé. Et tu ne tomberas pas malade. Tu n'iras pas au-delà du premier degré. Voilà. Ça, c'est la vraie médecine. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de soigner parce qu'on ne tombe pas malade. C'est la vraie médecine. Le deuxième degré de la maladie, ce sont les maladies réactionnelles aiguës. Donc elles vont surgir, elles vont dire éclater de manière tensionnelle, de manière très violente. Ça va être une poussée de fièvre, des éruptions cutanées, des vomissements, des diarrhées. On va être écrasé de fatigue au lit. Et c'est bien. Si vous avez des symptômes comme ça, c'est que vous avez une bonne ressource vitale. Donc c'est bien. Et on laisse faire. Mais par contre, il faut comprendre la cause qui nous a amené à avoir cette maladie réactionnelle extrêmement forte. La force vitale ici, elle est bien supérieure au degré d'encrassement, donc on guérit assez vite. Là, c'est la forme centrifuge la plus manifestée. Ça explose vers l'extérieur. Littéralement. Le troisième degré, là, on est sur des maladies réactionnelles chroniques. Donc là, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus local. Ça va être de l'arthrose, ça va être des lombalgies, ça va être des pathologies intestinales, ça va être des pancréatites, ça va être des nécroses du foie, etc. Donc là, la force vitale est exactement égale aux surcharges. Et il y a une balance qui commence à s'opérer. Et donc le quatrième degré, donc là, ce sont les maladies authentiques, les seules maladies qui devraient être considérées. Le seul terme de maladie devrait être appliqué à ce quatrième degré, c'est quand la force vitale est inférieure à la toxémie, et puis qu'en fait, on est pris par la maladie, et on est la maladie. Donc ça, ce sont toutes les pathologies dégénératives. Et là, c'est les mutations cellulaires qui aboutissent au cancer, aux germes, aux bactéries, c'est-à-dire ce qui prolifère de plus en plus dans les hôpitaux et qu'on combat à grands coups d'antibiothérapie, donc en affaiblissant encore plus, antivie, c'est qu'on écrase la force vitale. Donc par moment, les antibiotiques sauveront la vie, mais ils sont tellement distribués à l'appel et de manière systématique que, évidemment, c'est au détriment de la force vitale. Il faut bien comprendre que la médecine moderne, modernisée, comme on peut le dire, ou les anciens concepts archaïques, peuvent définir la maladie comme un élément imposé de l'extérieur. Mais on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui est vraiment développé de l'intérieur et qui doit sortir vers l'extérieur. Il n'y a pas d'attaque de microbes, de virus ou de parasites. Pourquoi un tel est touché et pas l'autre? Ça dépendra de son terrain. S'il y a état pathologique et toxémique, oui, il y aura installation et propagation de virus, de bactéries, de parasites. C'est ce que disait Béchamp à Pasteur. Le virus n'est rien, le terrain est tout, et c'est ce que dit le naturopathe et l'hygiéniste. C'est une notion de terrain, c'est ce que dit l'homéopathe aussi, c'est ce que disent toutes les thérapies, on va dire, sacrées, dans le sens où on se préoccupe assez peu de l'environnement, si tant est qu'il y ait une hygiène correcte autour de nous, puisque c'est notre terrain qui va accueillir ou pas ces choses-là. Et donc on peut faire la course au virus, la chasse au vaccin, et on va dire investiguer là partout où il y a des parasites, ça ne changera pas le fait qu'un organisme affaibli accueillera tout ce qui traîne. Et un organisme bien renforcé sera non accueillant pour ces choses-là. Et donc après, c'est tout à comprendre de pourquoi les choses arrivent et comment elles travaillent à l'intérieur. Mais si on lutte contre quelque chose qui ne devait pas s'installer, on va affaiblir encore plus la force vitale. Et évidemment, on ne pourra tomber que dans un état chronique. Tous ces parasites, virus ou microbes, ils vont pouvoir accomplir leur travail uniquement sur la toxémie présente. Mais la toxémie, c'est un état qu'on a auto-développé. Ce ne sont pas ces microbes qui ont développé la toxémie. Pourquoi un tel aura le rotavirus et la gastroentérite et sera en contact avec un autre qui n'aura pas le virus de la gastroentérite? Le terrain, pour un exemple extrêmement courant.
les bactéries vont simplement être présentes là où il y aura des déchets, puisqu'elles servent à recycler ces mêmes déchets. Toutes les cellules, on va dire, peuvent accueillir et générer des déchets. Et là, c'est le rôle du système lymphatique. Et c'est là où, justement, on doit faire attention à ce qu'il soit bien nettoyé, ce système de gestion de déchets, comme je le présentais tout à l'heure. Et ça, c'est surtout l'état de l'énergie nerveuse qui va permettre cette détoxination. Et malheureusement, l'énergie nerveuse est gaspillée à la gestion émotionnelle du quotidien. Si on accumule progressivement des déchets, des toxines, des éléments acidifiants, il va se produire une diminution de l'énergie nerveuse qui va être continuellement sollicitée pour traiter ces déchets et qui petit à petit vont constituer l'état toxémique de l'individu. Toute source d'empoisonnement cause un encrassement et donc la maladie. Et donc la toxémie qui va être présente dans tous nos fluides vitaux, ambulants, c'est-à-dire le sang et la lymphe, vont irriguer l'ensemble de l'organisme. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'il ne peut y avoir de toxémie, c'est-à-dire de charge toxique, que dû à l'affaiblissement des ressources nerveuses, donc de la force vitale. Nous sommes faits aussi pour éliminer. On est fait pour assimiler, mais on a des organes filtres pour éliminer. On est prévu pour s'adapter à toute forme de situation et d'état pathologique. Comment rompre ce cercle vicieux ? En laissant l'énergie nerveuse se reconstituer, à la force vitale augmenter, et puis donc en drainant, en nettoyant. Mais c'est un mouvement qui est normal. On qualifie souvent les naturopathes de simplistes, on dit pour vous, de toute façon, il suffit juste de détoxifier. Oui, parce qu'on intoxique en permanence. Donc il faut peut-être un mouvement opposé. Donc j'inspire, j'expire, je suis en activité, je dors, il fait jour, il fait nuit. Enfin, vous comprenez. C'est qu'il pleut, ensuite l'eau coule pour irriguer partout. Il y a toujours un mouvement double qui n'est pas ni bien ni mal, qui est complémentaire. Sauf que quand je me charge trop, il faut que je décharge plus. Donc si dans notre mode de vie moderne, c'est-à-dire une époque dans l'humanité où pour la première fois on ne connaît pas le manque de nourriture, il faut admettre qu'on meurt en Occident de pathologie d'excès. Là où dans les civilisations moins développées, on meurt de manque, on meurt de faim. Donc c'est la première fois de l'humanité, connue historiquement, qu'on meurt d'excès. On meurt de pathologie d'excès. Donc évidemment, il faut faire en sorte de ne pas avoir d'excès et donc drainer, nettoyer. Oui, c'est un problème de riches. On me dit souvent, il y a des gens qui viennent te voir pour se priver de nourriture. Chacun ses problèmes. Oui, que veux-tu ? Évidemment que cet argent serait mieux utilisé pour acheter de la nourriture à ceux qui ont faim, mais chacun son problème. Partout où il soit, l'individu aura à travailler son contexte de vie. C'est horrible, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que nous, on doit se priver volontairement de nourriture, là où d'autres meurent de pas assez de nourriture. Et c'est cynique, c'est horrible, mais c'est le constat qu'on doit faire. Donc oui, on doit, nous, choisir des moments où on va se priver d'eux. Alors qu'avant, les saisons régulaient tout ça. Et il n'y a plus de récolte, on jeûne, ou on fait des monodiètes, ou on va se restreindre au niveau calorique. Sauf que dans la plupart des pays modernes, on peut avoir n'importe quels aliments, n'importe quand, même 24 heures sur 24, n'importe quelle période de l'année. Il suffit juste d'avoir un budget pour ça. Toutes les sources d'approvisionnement sont faites. Ce n'est pas naturel. Vous pouvez manger des tomates au mois de février sans problème, vous pouvez manger des mangues, de l'ananas, etc. Est-ce que 2 générations en arrière, les gens mangeaient régulièrement des bananes, des ananas, des papayes ou des mangues ? Non. Et tout ça, ça occasionne beaucoup de production, des aliments qui sont pauvres parce que récoltés trop tôt sur des sols surexploités. Donc on mange des calories vides qui créent l'encrassement. Les toxines doivent être éliminées face à ces surcharges. Et ça ne doit pas être accompli au moyen de méthodes, on va dire, invasives ou artificielles. C'est simplement la mise au repos de l'organisme, puisque le corps possède ses propres
système d'épuration. Donc on laisse des gens au repos. Comment faire quand on est intoxiqué? Comment faire quand on est malade? Ben rien en fait, puisqu'on fait que des erreurs, on fait que des bêtises. Donc on laisse faire simplement, on revient à quelque chose de plus simple, c'est-à-dire on mange des végétaux essentiellement et on se repose. On se repose beaucoup, on se repose nerveusement, on se repose émotionnellement, on se repose d'activité physique, on se repose d'écran, on se repose de portable, on se repose d'engueulade avec son voisin, avec son collègue ou avec son conjoint. On se repose de tout cela, et là on va sentir la force vitale petit à petit qui va remonter, et des fois même les gens en se reposant ont moins d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent avec les nerfs, sous la tension, comme la vache avance avec le pic qu'on lui fait. Elle continue d'avancer, elle avance plus vite, mais on tient à la carotte, parce qu'il faut rembourser le prêt, parce qu'on croit à cet amour qui peut-être va être perdu, etc., etc. Donc on est sous un stress chronique, mais on est fait pour éprouver des stress uniquement aigus. Et la plupart d'entre nous vivons des stress chroniques, en plus de nos maladies chroniques. Et donc la force vitale s'effondre vitesse grand V. Gardez bien en tête, pour finir, que les maladies centrifuges ne sont pas des maladies. Ce sont des autorégulations du corps pour faire sortir les toxines qui commencent à être en trop grand nombre. Et remerciez votre force vitale pour cela. Les maladies centripèdes, par contre, qui pullulent, donc les maladies sourdes, qu'on ne sait pas diagnostiquer et qui sont internes, qui ne s'expriment pas, et c'est pour ça que vous pouvez voir des gens tout à fait apparemment bien portants avec des maladies graves, ça ne se voit pas. Mais ça ne peut pas se voir, et il faudrait que ça se voit. Il faudrait que ça se crie par tous les pores de la peau pour qu'on prenne conscience de cela. Et donc, différenciez bien ces maladies-là. Et les deuxièmes seulement sont authentiques. Les autres sont des crises relais de guérison salutaires. Alors, quelle solution on pourrait avoir? C'est de se tourner vers les thérapies sacrées, vers les approches respectueuses de l'individu, c'est-à-dire détoxifier, se reposer, cultiver des activités épanouissantes, qu'elles soient physiques, artistiques, intellectuelles ou autres, cultiver sa foi, mais ça peut être avoir une foi dans l'autre, c'est-à-dire faire partie d'associations ou j'en sais rien, de groupes d'entraide. Ça peut être aussi cultiver sa foi dans la nature, par la marche, par les balades en forêt. Il y a plein de façons de cultiver sa foi. En gros, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que même en étant fatigué, on fait cette activité-là et on se sent plein d'énergie? Et on connaît tous une activité comme ça. On a tous ça en nous, on a tous une chose à exprimer pour nous-mêmes et pour le monde et qui va irriguer aussi l'ensemble de l'humanité. Mais on peut se tourner aussi vers les thérapies sacrées que je nommais, la médecine traditionnelle chinoise, à travers le travail sur les méridiens, à travers la batterie des reins, avec des techniques comme l'acupressure, l'acupuncture, le travail des mokshas. Ça peut être aussi l'ayurveda à travers des exercices respiratoires comme le pranayama pour faire monter le feu vital. Et puis, j'ai parlé de l'homéopathie, donc je vais parler de l'homéopathie uniciste. Vous devez sentir une puissance incroyable dans vos mains et dans votre abdomen. C'est là où se loge la force vitale. Et si les bras vous tombent et que vous sentez un vide à l'intérieur ou que de l'ascension du stress à cet endroit-là, ça ne peut pas circuler. J'ai dit en préambule que les pathologies, c'est simplement la force vitale qui se trouve être obstruée. Ce n'est que ça. Et donc, jouir de la force vitale, c'est être dans son axe de vie et se développer en tant qu'individu. Ce n'est pas subir un état pathologique, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Et le temps qu'on met à s'occuper de notre bien-être, il faudrait l'occuper à être dans l'accomplissement, dans notre propre développement, dans notre propre chemin de vie, pour nous-mêmes et avec les autres. Et il faut sortir de la vision fataliste qui veuille que un tel aura de la chance de ne pas être malade et l'autre aura la malchance d'être malade. Ce n'est pas une histoire de hasard, de chance ou de fatalité. C'est une notion de toxémie d'une part et de force vitale épuisée ou non stimulée de l'autre. Donc quand je dis danse de la force vitale, c'est évidemment de se mettre en mouvement avec la vie, de ne pas se mettre sur le côté de la route pour regarder ceux qui se portent bien évoluer joyeusement. C'est de se mettre dans ce flot-là, de comprendre pourquoi. Et en effet, il y a des lois qui régissent l'état de bien-être. Et dans notre quotidien, le but, c'est pas d'être parfait, le but, c'est pas de tendre vers la perfection, mais de considérer tous les concepts qui font ce qu'on est. Comment je dors? Quel air je respire quand je dors?
Quelle pensée j'ai au moment où je dors? Quelle pensée j'ai au réveil? Qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner? Est-ce que j'ai vraiment faim au petit déjeuner? Quelle parole je vais avoir pour l'automobiliste qui fait une queue de poisson? Quelle parole je vais avoir à la machine à café avec mon collègue? Comment je vais prendre le fait que mon patron me demande quelque chose de manière agressive? Qu'est-ce que je vais manger à la cantine? Quelle activité je vais faire entre midi et deux? Est-ce que je vais faire de l'écran ou est-ce que je vais aller marcher en respirant? Quand je vais aller chercher mes enfants, est-ce que je vais jouer avec eux, faire de la logistique ou les réprimer sur leurs devoirs? Qu'est-ce que je vais regarder à la télé? Est-ce que je vais regarder la télé? Est-ce que je vais regarder un documentaire positif ou un film où il y a des morts? Est-ce que je vais plutôt lire? Est-ce que je vais partager ma journée? Est-ce que je vais discuter avec des amis? Dans quel magasin je vais faire mes courses? Est-ce que je vais aller voir un producteur? Est-ce que je vais parler avec lui? Toutes ces choses-là, c'est des questions intéressantes. Est-ce que aussi je vais me poser des questions sur ce que je fais ici sur Terre et maintenant? Toutes ces questions-là, évidemment, on peut se les poser. Il y a des priorités pour tout. Des fois, on peut faire beaucoup, des fois, on peut faire peu, mais il faut toujours faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire pour stimuler cette force vitale, pour se remettre dans un mouvement dynamique où le peu qu'on fera nous amènera à faire davantage le lendemain. Et si on fait quelque chose pour nous-mêmes de cette nature-là, tous les échanges qu'on aura avec l'autre seront à chaque fois inspirants. Donc le petit travail fait par l'un bénéficiera au travail fait par l'autre. On est tous là pour s'aider dans ce qu'on a à vivre et pas pour se plaindre les uns les autres de nos petits maux ou d'essayer de les minimiser. Oh, t'es malade, bon, c'est pas grave, ça arrive, bah, c'est l'hiver. Non, on ne peut pas se permettre d'avoir ce discours qui tire vers le bas. Nous avons droit de vivre dans un état de pleine santé et on est ici pour l'exprimer. On a un corps physique pour accompagner notre psychisme et notre volonté pour accomplir des choses positives. Donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte de la faire danser, cette force vitale, et pas de la regarder s'éteindre petit à petit, et avec un regard nostalgique, une fois qu'on arrivera au bout. Ok. Je vous remercie de votre attention.